Bien, bonsoir à tous. Je fais juste quelques mots d'introduction et puis on va, pour débuter cette table ronde consacrée à l'éthique. Et donc, ces mots d'introduction, et tout d'abord, je voudrais vivement remercier les organisateurs d'avoir voulu, en préambule de cette journée consacrée à l'homme réparé, juste après cette magnifique conférence, d'avoir programmé une table ronde consacrée à l'éthique. En effet, je trouve que c'est assez rassurant de prendre quelque temps pour souligner les formidables évolutions technologiques dont nous allons parler. Ne nous faut pas perdre de vue une médecine où les mots humanité, accompagnement, transparence, respect et compassion doivent garder tout leur sens. Pour moi, la meilleure définition de l'éthique, c'est la nécessité de bousculer nos consciences. L'éthique, la réflexion éthique nous permet de dresser des indispensables garde-fous de notre morale pour ne pas se laisser aveugler par ces incroyables progrès technologiques nous permettant de réparer les vivants. Quelle belle formule de Maëlys de Kerangal. Et là aussi, elle sait bien mettre les mots à côté les uns des autres dans le bon sens. Alors pour cette table ronde, il y a des intervenants. Et puis parmi beaucoup de sujets, on a choisi 3 thèmes sur lesquels on va essayer de réfléchir un peu plus. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, justement, je voudrais énumérer une certaine liste de thématiques, de réflexions éthiques qui nous animent quand on parle de cette problématique de l'homme réparé. Donc je vais d'abord vous parler de ceux dont on ne va pas parler. Donc comment la médecine peut-elle assumer les handicaps qu'elle a elle-même générés? Il faut bien reconnaître que de temps en temps, nous générons nous-mêmes des handicaps chez nos patients. L'éthique animale, qui aurait pu faire un sujet entier. Les limites pour indiquer une transplantation, jusqu'à quel âge, est-ce qu'il y a des pathologies qui ne peuvent pas être transplantées, les donneurs vivants, les bébés médicaments, la recherche sur l'embryon, et puis l'intelligence artificielle, le stockage des big data et l'utilisation de ces big data. Donc nous, on a choisi 3 autres thèmes, et je vais vous donner le titre de ces thèmes dont on va vous parler. Le premier, c'est une mort programmée au service du don d'organes, et on va parler des donneurs de Maastricht 3, le titre est un peu provoque, volontairement. Le deuxième thème qu'on abordera, c'est des innovations technologiques, des prothèses et des risques, et on fera allusion à ce fameux principe de précaution qui nous fait des fois un peu bouillir, n'est-ce pas? Et puis on finira sur peut-on avoir une vision optimiste d'une médecine réparatrice optimisée? Alors pour cette table ronde, il y a plusieurs intervenants. Je n'ai pas besoin de présenter Monsieur Zal. Et donc je vais présenter les 2 autres intervenants. Et donc on fait partie tous les 3 de l'espace régional d'éthique. Et maintenant l'espace régional d'éthique, c'est l'espace régional d'éthique de Nouvelle-Aquitaine, qui n'est pas, non pas la fusion, mais la coordination des 3 espaces éthiques du Limousin, du Poitou-Charentes et de Bordeaux. Et donc, on collabore chacun dans nos espaces éthiques respectifs et on est en train de s'organiser pour avoir un certain nombre d'activités en commun, en sachant qu'on ne peut pas tout fusionner. Et heureusement, l'éthique ne peut pas être complètement centralisée et on gardera nos activités au niveau des subrégions en faisant en commun une revue d'éthique, des réunions communes et puis un site internet qui est déjà opérationnel. Donc je vous présente d'abord Madame Céline Benos, qui est docteur en droit privé et elle est chef de projet à l'espace régional d'éthique du Limousin. Alexandre Boyer, qui est professeur de médecine intensive réanimation, il a fait partie de la commission d'éthique de la Société de réanimation de langue française et il est d'un des membres très actifs d'un groupe de réflexion éthique au CHU de Bordeaux. Et moi-même, je suis donc René Robert, je suis aussi médecin réanimateur au CHU de Poitiers. Je travaille aussi à l'espace régional d'éthique du Poitou-Charentes et je suis aussi le vice-président du Centre national de la fin de vie et des soins palliatifs. Et donc on va commencer par le premier thème que je vous ai annoncé. Et donc, moi je suis très attaché à ce thème. Je me suis beaucoup occupé il y a longtemps de la coordination des prélèvements d'organes. Et donc quand on s'occupe de cette coordination, on se dit sans les donneurs, il ne pourrait pas y avoir de transplantation. On a toujours un vécu et puis il ne faut pas oublier ça.
Alors ici, pour ce sujet qu'on a choisi, donc à l'heure où notre société refuse l'euthanasie ou le suicide assisté, elle a donné le feu vert à la pratique de prélèvement d'organes chez les patients en situation de dommage cérébral majeur, mais qui ne sont pas en mort cérébrale, chez lesquels on va programmer la mort pour permettre de faire des prélèvements d'organes. Alors je vais demander à Alexandre de nous donner quelques éléments, parce que peut-être tout le monde ne connaît pas la procédure de ce type de prélèvement d'organes, dit procédure Maastricht 3, et puis de pointer du doigt un certain nombre de problèmes éthiques ou de réflexions éthiques qui nous sautent à la figure quand on attend parler ces quelques mots d'introduction. Alexandre. Bon, merci beaucoup. Donc moi, je travaille en médecine intensive réanimation, donc on connaît depuis bien longtemps la procédure classique de don d'organes chez les patients en état de mort encéphalique. C'est toujours un moment effectivement très intense, et la pièce de théâtre et le livre ont été soulignés ce soir comme étant également des moments intenses, même à la lecture, donc vous imaginez en pratique. Là, il s'agit d'autre chose, effectivement, qui n'est pas moins intense, et je vais essayer d'abord de le définir rapidement, puis ensuite de vous expliquer pourquoi, finalement, ça met le monde de la réanimation, non pas en émoi, mais enfin, disons, dans une réflexion éthique ou dans une difficulté éthique. Parce qu'en effet, lorsque le patient est en état de mort encéphalique, on considère en France, comme dans d'autres pays, qu'il est mort. Il n'y a donc pas de problème à ce niveau-là, et on peut passer à la phase de don d'organes, même si c'est pas évident, au moins de façon assez claire et indépendante entre cet état de mort et cet état de don. Là, il s'agit donc d'une situation tout à fait différente, puisque le patient, comme vient de le dire le professeur Robert, n'est pas mort au moment où la question surgit, puisqu'il est en réanimation la plupart du temps. Il est gravement atteint de différentes défaillances et il va probablement mourir. En tout cas, il est l'objet d'une discussion entre différents professionnels, que ce soit des médecins, mais également l'équipe soignante et bien entendu la famille. Le patient ne peut plus participer à ce moment-là. Je passe sur d'éventuelles directives anticipées qui auraient pu participer à son choix, mais dans le cas le plus fréquent, il n'y en a pas. Et donc, le patient ne participe pas, c'est sa famille qui est avec nous. Et nous devons, depuis des années et des années, et pour la grande majorité des patients qui finissent leur vie en réanimation, ce n'est pas 1 sur 10, c'est plutôt 9 sur 10 des patients de réanimation finissent suite à une décision collégiale avec les différents acteurs que je viens de citer, pour donc ce qu'on appelle un arrêt des thérapeutiques, non pas un arrêt des soins, mais un arrêt des thérapeutiques qui va donc conduire au décès de ce patient. Et là, l'idée est donc particulièrement forte, puisqu'il s'agirait, après cette phase de réflexion, et une fois que la décision d'arrêt thérapeutique est prise par l'équipe et par la famille, de procéder à, bien sûr, une sédation comme la loi l'y autorise dorénavant et depuis un certain temps, et ce qui va aboutir donc à un décès assez programmé, ou en tout cas relativement prévisible du patient. Et c'est à ce moment-là que se pose donc la question du don d'organes. Donc vous voyez que c'est fondamentalement différent, puisque ce qui est la première des problématiques éthiques que je voulais aborder, c'est que nous avons le risque que pendant la réflexion conduisant de façon la plus indépendante possible à prendre une décision qui est quand même absolument dramatique, qui est nous n'allons pas réanimer ce patient qui n'a plus d'espoir de vie correct, nous avons une possibilité de faire venir l'idée même qu'il sera un donneur d'organes, qu'il sera donc utile à la société. Donc c'est ce que j'ai résumé sous forme d'une espèce de conflit d'intérêts intérieur à nos crânes à tous, singulièrement, mais également à l'équipe, dans l'équipe, puisqu'il apparaît dans un processus qui normalement est déjà assez compliqué de décision collégiale sur doit-on ou pas continuer la réanimation d'un patient, qu'il va peut-être en plus devenir donneur d'organes.
C'est-à-dire ça, c'est une grosse difficulté. Si je peux me permettre, donc le premier risque éthique, il est identifié ici, c'est comme tu l'as dit, c'est le conflit d'intérêts. Et donc comment justement on fait pour surmonter ce conflit d'intérêts, c'est-à-dire et résister à la tentation de dire j'arrête des traitements pour pouvoir prélever les organes. Voilà, donc il y a vraiment un principe d'indépendance entre d'abord les équipes qui s'occupent du don d'organes et les équipes de réanimation. Ça, c'est évidemment le premier point, pour pas que les équipes de don d'organes viennent influencer, bien entendu, l'équipe de réanimation. Mais à l'intérieur des équipes de réanimation, il y a un principe d'indépendance des décisions. Donc vous voyez bien que c'est pour ça que je parle de conflit d'intérêts intérieur. Ça se passe dans nos têtes. C'est-à-dire qu'il faut d'un côté que, j'ai envie de dire, avec l'hémisphère droit, on s'assure que on va prendre une décision indépendante, et puis ensuite avec l'hémisphère gauche dire bon bah tiens, il va peut-être donner ses organes. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui fait bouillir pas mal nos cerveaux, mais qui ne paraît pas absolument incontournable à partir du moment, en tout cas, où on a suffisamment d'informations sur le pronostic du patient, et si on est suffisamment sûr qu'il n'a vraiment plus aucune chance, bref, que son cas ressemble presque à l'état de mort encéphalique, en quelque sorte. Plus il se rapproche de l'état de mort encéphalique, plus évidemment cette décision est facile, je ne sais pas, mais en tout cas plus aisée à prendre. Donc ça, c'est un première limite éthique que vous avez compris dans la présentation. Donc j'espère que j'ai été clair sur cette nouvelle procédure, qui est pour nous quand même une révolution. Il faut bien le dire en réanimation, parce que ces patients chez qui on arrête les traitements sont, je vous l'ai dit, assez courants. Et donc c'est sûr que ça peut devenir, cette question du don d'organes chez ces patients-là peut devenir une question assez fréquente du coup, et remettant en cause quand même nos pratiques anciennes. Du coup, moi je pose une deuxième question pour aborder un autre point éthique qui est celui du consentement, parce que quand on parle de don d'organes, on est sous le régime du consentement implicite, c'est-à-dire en théorie, celui qui ne s'est pas opposé de son vivant au don d'organes, c'est comme s'il était d'accord. Alors on sait bien que les équipes de coordination des prélèvements d'organes font très attention à ça, et que s'il y a vraiment une opposition farouche des familles, comme on dit, on ne fait jamais un prélèvement contre la vie d'une famille. Mais le régime sous lequel on est, c'est le consentement implicite. Et on a vu, il y a 2 ans, tout le monde s'en souvient, une espèce de montée en puissance de certaines personnes pour dire bon, bah, ça va bien de dire de ne pas respecter la loi. La loi, c'est le consentement implicite, donc arrêtons de mollir et puis allons-y, puisqu'il faut bien répondre aux demandes de la population en organes. Alors, est-ce que du coup, cette nouvelle situation, ça change quelque chose avec cette notion de consentement implicite, ou est-ce que explicite, est-ce qu'il ne faudrait pas être sûr que le patient il voulait réellement donner ses organes dans ces situations-là? Est-ce que, ton avis, est-ce qu'il faut moduler cette affaire? Alors, sur la question du consentement, j'ai l'impression que c'est tout aussi complexe que la situation précédente du don d'organes chez le patient en état de mort encéphalique, puisque, comme tu viens de le rappeler, la plupart du temps, le patient ne s'est pas prononcé, même si ça évolue. Alors, en fait, ce qu'on constate quand même ces derniers temps, c'est que des familles de plus en plus nombreuses évoquent le don d'organes, y compris d'ailleurs, elles ont presque précédé les pratiques, puisque, y compris lorsqu'on leur explique que leur proche va très certainement ne plus continuer sa vie en réanimation et que ses espoirs sont en train de s'effondrer. Il arrive non rarement que les familles, à ce moment-là, n'étant pas au courant précisément d'où en est la loi, etc., évoquent spontanément le don d'organes. Donc, de ce point de vue-là, le consentement du patient, on ne l'a pas plus. Le consentement de la famille, j'ai l'impression que les choses bougent un petit peu. Je pense que c'est très important ce que tu viens de dire, parce que ça a été un des moteurs pour dire et pour avancer vers cette pratique de prélèvement d'organes, parce que avant que l'agence de biomédecine dise allons-y, et pas que l'agence de biomédecine, mais les politiques, puisque la proposition a été faite par l'agence de biomédecine, par un groupe de travail, un groupe de parlementaires qui ensuite ont dit, ben voilà, la société est prête,
pour qu'on franchisse le pas et qu'on rejoigne un certain nombre d'autres pays qui avaient déjà avancé dans ce type de prélèvement. Et un des arguments, c'était de dire, bah oui, mais nous, dans nos services de réanimation, des fois, il y a des familles qui nous disent, vous arrêtez les traitements, mais lui, il aurait bien voulu donner ses organes. Et nous, on répondait jusqu'à présent, mais on ne peut pas, puisqu'on ne fait que des prélèvements d'organes chez des malades qui sont en mort encéphalique. Donc, un des starters ou un des premiers moteurs à évoluer dans cette direction a été la demande des familles. Alors donc, il est clair, et si je peux aussi en profiter pour donner mon opinion, moi je crois que dans cette situation de prélèvement d'organes chez ces malades pas tout à fait décédés et pour qui on va programmer la mort, c'est tellement difficile au point de vue psychologique à organiser que je pense que non pas se réfugier, mais avoir l'absolue certitude que l'on respecte la volonté du patient, c'est lui qui voulait donner ses organes, ou que la famille transmette un message fort de don d'organes, je pense que ça libère un peu les équipes pour répondre à la volonté du patient, et je pense que c'est un moteur important, et que moi, dans cette situation-là, à titre personnel, le consentement explicite me va très bien. Oui, bien sûr, c'est vrai que ça enlève un poids, tu l'as dit, puisque vous avez bien compris que cette situation est quand même relativement pesante. Le dernier point, d'ailleurs, sur lequel éventuellement on peut également parler de conflit d'intérêts, c'est dans la procédure. J'appelle ça, moi, le conflit de procédure, parce qu'effectivement, il s'agit de ne pas introduire dans la procédure de soins du patient qui n'est pas encore décédé des éléments qui sont déjà, justement, des éléments de procédure de don d'organes. Donc ça a été très nettement mis en évidence par les différentes sociétés savantes qui ont réfléchi à ça, que ce soit la société de réanimation ou la société d'anesthésie-réanimation qui est également concernée. Et ces deux sociétés savantes ont insisté là-dessus pour dire attention, il faut vraiment donc maintenir l'indépendance et il faut essayer de traiter ce patient jusqu'au bout comme le patient qu'on a eu et donc ne pas l'instrumentaliser par un certain nombre de procédures pour vraiment arriver à cette situation où là, bien sûr, on est sûr qu'il ne va pas survivre, il devient un donneur et à ce moment-là, effectivement, comme dans le don d'organes classique, il est possible de faire un certain nombre de procédures. Donc c'est par exemple des procédures de pose de cathéter, à quel moment on pose le cathéter qui va être utile à la conservation, bien entendu, des organes. Où se passe cette procédure, parce que la famille, le lieu dans lequel cette procédure se passe et bien entendu la présence de la famille sont des points extrêmement importants. Donc ça, il y a des réflexions qui continuent dans les centres pilotes là-dessus. Il y a également les pratiques de sédation, puisque je vous l'ai dit, la fin de vie de ces patients-là est accompagnée d'une sédation profonde, bien heureusement, mais il ne faut pas que cette sédation profonde devienne un instrument du don, puisqu'effectivement il y a un certain nombre de délais de conservation d'organes à respecter, et donc il ne faut pas que ça devienne, comme certaines équipes, heureusement je vous rassure tout de suite, ce n'est pas du tout le débat en France, ont pu le proposer dans d'autres pays, c'est-à-dire de curariser, c'est-à-dire de bloquer toute respiration des patients pour que le décès survienne si vite que le processus de récupération des organes soit favorisé. Ça c'est absolument inacceptable, et les sociétés savantes comme les gens qui gèrent ça à l'ABM sont très attentifs à ça. Donc je crois que là on a fait un petit peu le tour, je pense. Juste un commentaire, et puis effectivement après je surveille aussi le chrono pour qu'on passe aux autres sujets. Ce qu'il faut comprendre également, et c'est la suite de ce que le professeur Boyer vient de dire, c'est que une fois qu'on a décidé et qu'on a initié la procédure d'arrêt thérapeutique, qu'on a mis, comme on l'aurait fait dans une autre situation d'arrêt thérapeutique, la sédation profonde qui l'accompagne, on a 3 heures pour que l'arrêt cardiaque survienne, et qu'une fois que l'arrêt cardiaque que l'on attend survient, on puisse enclencher la procédure de prélèvement d'organes. Et donc, de temps en temps, la mort ne vient pas. Et donc, on imagine les difficultés et l'intense émotion qu'il y a dans ce genre de situation. Ce d'autant que, comme vient de le souligner Alexandre, dans cette procédure, on fait tout pour permettre aux familles d'accompagner leurs proches, y compris dans cette situation où on attend l'arrêt cardiaque. Et donc, les familles sont prévenues
de la possibilité éventuelle, rare mais possible, que si l'arrêt cardiaque ne vient pas, eh bien finalement, on ne puisse pas faire la procédure de prélèvement d'organes. Ce qui est un drame. Hein. Et d'ailleurs, c'est très bien souligné dans le livre de Maëlys de Kerangal. Autant que je me souvienne, il y a toute une partie du livre où on sent que la greffe ne va peut-être pas marcher et on sent toute la détresse inverse de la première détresse, mais qui existe tout autant chez la famille du donneur ou de la donneuse, je ne me rappelle plus du donneur, du jeune donneur. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une famille, une fois qu'elle a basculé dans le don, c'est un drame si le don n'a pas lieu. Et donc on imagine bien la tension, et je vais finir là-dessus avant de changer de sujet, pour les équipes médicales et la tentation qu'on pourrait avoir de majorer la sédation jusqu'à ce que enfin le cœur s'arrête. Et donc c'est une situation dont on discute, mais qui est un problème aussi qu'il faut envisager et qu'il faut assumer. Donc on va passer au deuxième sujet. Le second sujet, il est régulièrement illustré dans l'actualité, notamment dans l'actualité récente, quand on parle des accidents graves survenus après l'implantation de prothèses, d'implants. Mais on pourrait élargir le sujet à ce dont vous venez de nous parler, l'évolution de ces nouvelles technologies. Puis dans la salle, il y a eu quelques questions qui affleuraient le sujet en disant « oui, mais attention ». Quel est le risque et est-ce que de temps en temps, il ne faudrait pas qu'on brandisse ce fameux principe de précaution qu'on regrette de ne pas avoir brandi une fois que c'est trop tard? Oui, en fait, alors moi je suis pas, bien évidemment, vous avez vu, je suis pas spécialiste des prothèses. Par contre, je connais bien, en fait, maintenant depuis une quinzaine d'années, en fait, la réglementation. Et donc, je peux vous dire que la réglementation se durcit de plus en plus. On parle de vous parliez de dispositifs médicaux, mais il y a une nouvelle réglementation qui est 2016, donc il va durcir encore la mise en place de dispositifs médicaux sur le marché. On se rapproche vraiment du médicament. Et je voudrais quand même dire ici, en fait, moi j'ai regardé en fait cette fameuse émission que vous avez tous vu, Cache Investigation sur les dispositifs médicaux. Quand on voit ça, on se dit ouais, c'est incroyable, c'est pas possible, c'est scandaleux, etc. Il faut savoir que en fait, ce qui a été dit dans ce film, bien évidemment, nous on était en pleine étape d'enregistrement. En fait, bien évidemment, pour un dispositif médical de classe 3, il faut des essais cliniques. On peut pas mettre un dispositif médical sans essais cliniques. Ensuite, en fait, les contre-vérités qui ont été dites, notamment, oui, vous voyez, on peut implanter un sac d'orange, c'est complètement faux. À un moment donné, il a fallu avertir la NSM qu'on allait potentiellement mettre sur le marché un produit, mais de toute façon, sans le marquage CE, il n'y aurait jamais eu de commercialisation. Donc, méfiez-vous quand même de ce que vous voyez à la télé. Après, pour le principe de précaution, moi, je trouve que le principe de précaution, c'est un peu antinomique avec l'innovation. Si on amène en fait le principe de précaution, on fait rien, parce que finalement, en France, le principe de précaution est devenu la précaution par principe. Donc finalement, quand on fait de la recherche fondamentale, dans l'histoire que je vous ai racontée, est-ce qu'un d'entre vous aurait pensé qu'à partir d'un ver marin, on était capable de faire tout ça? À un moment donné, quand on est passé sur l'homme, bien évidemment, tout ça, c'était cadré par la réglementation, mais à un moment donné, il faut bien y aller, c'est-à-dire qu'il faut bien démontrer que ça fonctionne. Et donc, voilà, c'est ce principe de précaution qui était noble au démarrage, en fait. Et d'ailleurs, c'était pour les Bretons, parce que c'était au démarrage, c'était l'Amoco qui avait en fait largué son pétrole sur les plages de Bretagne. On s'est dit, non, il faut, c'est rentré dans la Constitution. Chirac a fait voter ça dans la Constitution, le principe de précaution, qui est en fait un principe de précaution pour l'écologie, pas du tout, en fait, pour le domaine de la santé. Et après, quand on voit le principe de précaution, si on va jusqu'au bout, imaginez-vous tout ce qu'on pourrait interdire dans notre vie quotidienne. Arrêtons de vendre des voitures, on peut se tuer sur la route. Arrêtons de vendre des cordes, on peut se pendre. Donc à un moment donné, il faut que ça soit vraiment raisonné. Quand je vois aujourd'hui les cellules souches, alors je suppose qu'ici, il y a pas mal de personnes, ou il y a des personnes qui travaillent sur les cellules souches. Ça a été développé chez nous, les cellules souches. Et finalement, les premières applications, ça a été mis en place en Italie, alors que finalement, on avait des dizaines d'années d'avance avant dans notre pays. Donc, à un moment donné, il faut savoir ce que l'on veut. L'innovation, en fait, moi, je parle plutôt de principe d'innovation responsable. C'est-à-dire que quand on parle, en fait, de science, la science, elle n'est pas mauvaise, en fait, finalement. De trouver des applications, c'est ce qu'on va en faire qui est mauvais. Mais en fait, de bloquer par ce principe de précaution des recherches, des pans entiers de la recherche, je trouve pas ça, en tout cas, personnellement, je trouve pas ça bien.
Et je vais vous donner un contre-exemple, c'est-à-dire que souvent on fait de l'escalade au principe de précaution. Souvenez-vous, en 2015, vous vous souvenez en fait du pilote qui s'est suicidé de la Germanwings? Pourquoi il s'est suicidé? Tout simplement parce qu'on avait mis dans le cockpit des portes blindées à la suite en fait des attentats qu'il y avait eu à New York. Vous avez vu, le principe de précaution s'est complètement retourné contre nous. Et donc le copilote n'a pas pu rentrer dans le cockpit. Et donc à un moment donné, il faut vraiment prendre ce principe de précaution avec vraiment prudence et penser plutôt, encore une fois, au principe de responsabilité dans les innovations. En fait, après, c'est l'homme qui fait en fait qu'une chose qui va être bien va être mal. En fait, la science en tant que telle, l'innovation n'est pas quelque chose de mauvais. C'est ce qu'on va en faire par la suite. Moi, je suis assez d'accord, je suis assez allergique à ce principe de précaution qui est brandi un peu à tort et à travers. Et puis, une fois qu'on a le journal du lendemain, c'est assez facile de le brandir. Donc, néanmoins, les choses existent, le scandale existe, les conflits industriels existent, les scandales liés à la lenteur qu'on a mis pour détecter ou pour comprendre ou pour alerter des situations. Le Mediator, c'est un très très bon exemple. Et donc là, il ne faut pas qu'on confonde ce principe de précaution et la nécessité d'être bien conscient d'autres situations qui posent aussi des problèmes éthiques, qui sont ceux des conflits d'intérêts et qui sont ceux de la nécessité d'être conscient de ces produits d'intérêt. Et pour ce qui est des institutions chargées de la vigilance, justement, ne pas confondre principe de précaution et urgence à faire un diagnostic d'effets indésirables ou pas. Oui, parce que si on poussait en fait au bout le principe de précaution, mais vous imaginez, on n'innoverait plus du tout. On n'innoverait plus puisque finalement on a peur du résultat final, qui est en fait ce que l'on va découvrir. Donc si, bien évidemment, si quand on lance une recherche, on ne connaît pas le résultat final, donc il peut être positif, il peut être négatif, mais en fait on se doit d'aller vérifier. Si on ne fait pas ça, on peut dire on ne fait plus rien et on est dans l'obscurantisme total. Par contre, en fait, encore une fois, de dire qu'on innove en fait avec une question éthique, une question de responsabilité personnelle, c'est plus important que le simple principe de précaution qu'on brandit pour tout et pour n'importe quoi. Donc, ce qui est important de comprendre, et vous l'avez bien dit dans votre conférence, au départ, il y a une histoire de balance bénéfice-risque, de démonstration indispensable de safety et de vigilance pour avoir l'attention portée sur d'éventuels événements indésirables. Oui, bien sûr. Alors, je ne vais pas refaire les prothèses, mais en fait, ce qui a été intéressant en fait, dans cette histoire, c'est que finalement, je dirais, c'est la vie de tous les jours qui a permis de déterminer à un moment donné que sur des patientes, en fait, il y avait ces problèmes-là. On ne les avait pas anticipés, ils ne les avaient pas anticipés. Donc, à un moment donné, tout ça, c'est je vais dire, le risque zéro, ça n'existe pas dans la vraie vie. Donc, et donc, à un moment donné, il faut aussi, et je pense que c'est aussi un problème d'éducation. Je pense qu'en fait, on pense souvent que les médicaments, les dispositifs médicaux, tout ça, c'est voilà, zéro risque. Mais bien évidemment, un médicament, il y a des effets secondaires. Vous savez, on est encore une fois dans une fac de médecine, vous prenez plus de 5 mg de Doliprane que vous allez chercher chez votre pharmacien, vous pouvez vous tuer. Donc, à un moment donné, il faut savoir que tous les médicaments ont des effets secondaires, et donc c'est l'utilisation à bon escient de toutes ces technologies qui permettent de sauver des vies. Et donc encore une fois, le produit est là, l'innovation est là, c'est ce qu'on va en faire qui va créer en fait le problème. Mais c'est pas l'innovation en elle-même. Ce qui est très piégeant, c'est les effets secondaires inattendus tardifs. Parce que quand on teste une chimiothérapie, on s'attend à des effets secondaires, et puis finalement, je ne veux pas dire que c'est une fatalité, mais enfin c'est un risque qui est assumé parfaitement. Quand on est dans une situation où on a l'impression d'avoir effectivement un dispositif qui est non pas complètement anodin, mais pour le reste, qui a un risque de survenue d'événements indésirables, tardif, très inattendu, on comprend la stupéfaction d'abord de ceux qui ont produit, si on reprend l'exemple du Mediator, c'est quand même incroyable que ça soit capable d'abîmer les valves cardiaques. On ne s'attendait pas du tout à cet effet indésirable, ce qui n'excuse pas la vigilance qu'on aurait dû avoir plus précocement. Non, bien évidemment, oui. Et ça, c'est la vie de tous les jours qui permettent de démontrer ces effets-là, ces effets néfastes. Voilà, je pense que
Encore une fois, on est toujours à la limite des connaissances. C'est-à-dire que c'est facile, une fois qu'on connaît où est la porte, de l'ouvrir. Mais quand il faut trouver la porte voilà, c'est à un moment donné, il faut se dire que quand on découvre des choses, quand on est à la limite en fait de la connaissance, on n'a pas forcément en fait les réponses. Donc, et c'est ça qui est difficile, c'est de se poser les bonnes questions, mais encore une fois, sans être dans l'obscurantisme. L'obscurantisme, c'est contre la science, c'est anti-scientifique. Enfin, bon, voilà une question. Une toute petite précision. Le Mediator était le parent très cousin germain, très germain même, pour pas dire le petit frère d'un De l'isoméride. De l'isoméride. Et voilà, qui donnait aussi des hypertensions pulmonaires. Tout à fait, tout à fait. C'est pas une surprise. Il y a des éléments à charge dans ce dossier qui sont très nombreux et qui ont été bien déclinés dans des... Complètement. C'est pour ça que, si je peux me permettre de rebondir, il faut effectivement peut-être pas opposer le principe de précaution à l'innovation et à la recherche. Je comprends bien ce que vous dites, c'est-à-dire que vous voyez ça comme un instrument finalement limitatif de l'innovation. Et effectivement, si c'est le principe de précaution qui interdit de débuter des recherches, là je suis d'accord avec vous, si c'est le principe de précaution qui, après un certain signal d'alerte, comme ça a été le cas pour le Mediator, permet d'intervenir assez vite pour stopper et éviter un certain nombre de victimes, à ce moment-là, ça devient un bon principe. Il me semble, moi, que c'est quand même une clé qu'il faut garder dans notre arsenal, en tout cas avec la deuxième façon de l'expliquer que je viens d'avoir, à partir du moment où, en tout cas, on n'a pas encore assez renforcé, me semble-t-il, la lutte contre les conflits d'intérêts qui ont été cités. Un certain degré de transparence, un certain degré... vous, j'ai envie de dire, vous ne risquez rien. Je veux dire, vous avez suivi toutes les étapes, vous faites vite, vous avez apparemment beaucoup de moyens, vous avez mis en place beaucoup de moyens, et il faut vraiment, moi je suis très admiratif, et je ne sais pas si c'est un dispositif ou un médicament, mais on sent que vous avez 10 fois le niveau d'autorisation, c'est parti pour avoir 10 fois le niveau d'autorisation de n'importe quel médicament. Donc j'ai envie de dire, cette question-là ne vous concerne pas, mais vous savez très bien que dans d'autres domaines, le développement va beaucoup plus vite, avec des intérêts commerciaux beaucoup plus importants, et que là, les étapes que vous êtes en train de franchir patiemment, avec l'esprit de responsabilité que vous avez cité, sont franchis beaucoup plus rapidement, aboutissent quand même, il faut bien le reconnaître, tu l'as rappelé, à un certain nombre de scandales qui s'empilent. Donc je pense qu'il faut aussi dire ça, quoi, pour s'apercevoir qu'il y a aussi une part de responsabilité scientifique qui n'est pas toujours bien assumée par tout le monde, parce que les intérêts commerciaux pèsent lourd dans la balance, et que ce principe-là, à ce moment-là, peut-être il faut encore le conserver pour savoir réagir à ce moment-là. Moi, en fait, complètement d'accord avec ce que vous avez dit, hein, mais je pense qu'on confond, en fait, je mettrai un bémol, parce qu'en fait, ce que vous avez dit, c'est le bénéfice-risque. Bien évidemment, aujourd'hui, il y a de la pharmacovigilance, il y a des institutions qui sont là pour voir, en fait, s'il y a des problèmes, etc. Après, les conflits d'intérêts, vous savez, on dit dans le domaine médical ou dans d'autres... Des pourris, il y en a partout. Hein. Donc, à un moment donné, on parle du Mediator, mais il y en a peut-être ailleurs, dans d'autres métiers, dans d'autres trucs. Et donc, à un moment donné, en fait, dans le domaine médical, je pense que c'est en fait le bénéfice-risque. Quand on a compris, en fait, et on est dans un domaine médical, quand vous comprenez en fait que des produits peuvent avoir des effets secondaires. Ouais, ok. Est-ce qu'on accepte ces effets secondaires par rapport aux bénéfices? Exactement. Très courte question. C'est juste une remarque, je peux essayer d'être rapide. Vas-y. Sur le principe de précaution, je suis d'accord avec vous, c'est quelque chose qui est assez énervant à entendre, d'autant plus que c'est une extension en fait, du principe de précaution, et du coup c'est complètement vidé de son sens. L'origine, c'est en 1979, Jonas Brett, le principe de responsabilité, et qui, alors il y a quatre items, et qui en gros d'agir de la même manière à ce qu'on puisse continuer à vivre humainement sur Terre. Ça ne s'applique pas à tout la bonne. Voilà, il y a des excès qui font l'obscurantisme scientifique et puis l'absence d'action en général. Mais toutefois, je crois qu'il ne faut pas non plus occulter qu'il y a, il y a l'utilisation de la science
et il y a la technique en elle-même. Il y a deux visions. Il y a la vision, le meilleur exemple, c'est le nucléaire, avec une vision essentialiste. Le nucléaire, qu'on le veuille ou non, contient la possibilité de la destruction de l'humanité. C'est peut-être un peu moins vrai maintenant, et c'était beaucoup plus vrai au moment de la guerre froide, mais ça contient, la technique en elle-même contient cette possibilité-là, qui n'est pas neutre. Et on sait ensuite que la technique en elle-même arraisonne arraisonne un fonctionnement et oblige à raisonner avec cette technique. C'est le problème des déchets nucléaires. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Parce qu'on ne sait pas, et on ne l'avait pas envisagé. On se retrouve à devoir gérer des problèmes qu'on n'avait même pas imaginés. Et l'autre chose, effectivement, il y a le côté utilitariste. On peut dire, oui, il y a le mauvais nucléaire, c'est le bon nucléaire, mais il y a le bon qui permet de produire de l'électricité. Il y a un juste milieu à avoir entre les deux, mais je crois que le principe de précaution aussi, c'est de dire que la technique n'est pas neutre. Et il y a l'essence en elle-même du progrès qui change les choses. Alors, et qu'on ne maîtrise pas. De le dire, bien évidemment, on peut le dire, c'est pas un problème de le dire. Après, c'est si ça bloque. Donc, on peut aussi dire que le nucléaire, ça évite le réchauffement climatique. On peut trouver des trucs. Donc, après, quand on va revenir à la transplantation, imaginez-vous. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la transplantation. L'histoire de la transplantation, c'est une sacrée histoire, où on transplantait, en fait, on prenait des personnes qui allaient être guillotinées pour aller faire des tests, on allait prendre des reins de chèvre qu'on allait greffer à des personnes. Imaginez, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, à notre époque, si on devait inventer la transplantation, avec le principe de précaution, imaginez-vous, est-ce que vous pensez que cette technique aurait pu avoir lieu aujourd'hui ? Je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'il faut qu'on respecte les temps. Si on a quelques minutes à la fin, on reprendra la discussion, mais je crois que le message fort, c'est qu'il ne faut pas confondre le principe de précaution et la prudence scientifique et les rapports bénéfices-risques. Et donc pour le troisième sujet, on va donner la parole à Mme Benos, qui a regardé avec son œil de juriste assez attentivement le programme de la journée de demain, et elle a essayé d'en tirer un certain nombre de réflexions, et donc nous avons intitulé tous les deux la vision optimiste d'une médecine optimisée. Oui, donc je vous ai un peu menti, je ne suis pas uniquement juriste puisque je suis en pleine conversion, je me convertis à la philosophie et finalement ce n'est pas tellement mes compétences juridiques que je vais utiliser ce soir. En fait, quand vous m'avez demandé de venir, je me suis demandé quel éclairage je pouvais vous apporter à cette table ronde en général, quand je suis invitée dans ce genre de réunion, ce que j'apporte c'est simplement un regard de Candide. Le plus célèbre des Candides, c'est celui de Voltaire. Candide ou l'optimisme, le fameux conte philosophique de Voltaire. Et il faut dire que le titre de ce conte, finalement, il convient parfaitement à l'énoncé de cette troisième thématique. Et je vous avérais que je suis à la fois candide et optimiste, donc je vais vous livrer une vision de la médecine réparatrice. Et donc effectivement, je me suis penchée sur le programme de ces journées et je me suis demandé finalement quel garde-fou est-ce qu'on pouvait attendre ou même espérer face à ces différentes technologies en développement. Alors, pour moi, l'aspect réparateur est quand même relativement rassurant. On n'est pas en train de parler de l'homme augmenté, voire supplanté, comme nous le présentent les différents courants transhumanistes. Et puis j'ai essayé de trouver un point d'achoppement entre ces différentes technologies. Et je me suis beaucoup intéressée à vos recherches, parce que quand j'étais au lycée, je voulais devenir docteur en biologie marine. C'est une vocation ratée, donc je me suis intéressée à ce que vous faisiez. Et la première notion qui m'est venue finalement, en regardant un petit peu vos technologies, c'est celle d'optimisation. Cette notion, il me semble, d'optimisation convient également parfaitement à la réparation d'humains, enfin à l'idée de réparation de l'humain, et ça peut peut-être servir à distinguer ce qui ressort de la réparation et ce qui ressort de l'augmentation. Dans notre système de santé et dans nos organisations, la mode en ce moment est davantage à l'efficience qu'à l'optimisation. Peut-être à tort, je dirais, si on se penche vraiment sur les définitions de ces termes. Alors, les définitions que je vais vous donner proviennent essentiellement du Littré, un fameux dictionnaire. Selon le Littré, l'efficience vient du latin efficere, c'est-à-dire accomplir, qui parvient à des résultats satisfaisants.
Dans d'autres dictionnaires que le Littré, on va trouver également l'idée de meilleur rendement. Et finalement, à partir de cette racine latine, on a donné une coloration un peu différente de nos jours à l'efficience. Les résultats attendus sont bien plus que satisfaisants, il faut l'avouer. Optimiser, c'est rendre optimal, conférer à quelque chose les meilleures conditions de fonctionnement et de rendement. Donc on voit tout de suite la différence entre ces deux termes, c'est absolument pas la même démarche. L'optimisation, ça vise à tirer le meilleur de ce qui est donné. Ce qui implique une connaissance et un certain respect de ce donné, qu'il s'agisse d'une chose ou d'un être. Cette vision pourrait vous paraître un petit peu édulcorée et on pourrait y objecter les exemples d'élevage intensif que l'on dénonce aujourd'hui. L'environnement, l'espace est optimisé pour recevoir un maximum d'animaux et obtenir ainsi le meilleur rendement au mètre carré. Pour autant, je ne suis pas certaine que cette objection pourrait être recevable, parce que pour moi, le meilleur ne s'évalue pas nécessairement en termes de quantité, on l'a déjà dit ce soir. Et surtout, je pense qu'il faut correctement choisir l'objet ou le sujet à optimiser. Dans mon exemple, il faut choisir entre l'espace et l'animal. Sur la route, j'entendais une émission de radio qui parlait aussi d'optimisation, mais dans le domaine du travail, avec le taylorisme, etc. Là encore, est-ce qu'on choisit entre la production ou l'agent qui en est à l'origine? L'efficience, quant à elle, elle vise un résultat, sans s'attacher à l'objet ou au sujet qui doit produire ce résultat. Donc cela commande d'adapter le sujet ou l'objet au rendement que l'on a exigé. On adapte même les organisations dans leur ensemble et peu importe finalement si elles respectent les sujets qui les composent dans cette démarche-là. Donc au regard de ces définitions, de l'optimisation, de l'efficience, notre intuition éthique va nous pousser finalement à préférer la première plutôt que la seconde. Alors, est-ce que cette notion d'optimisation peut être confrontée à toutes ces technologies qui sont les sujets de ces journées? Donc, si j'ai bien compris la technologie dont le développement était le plus avancé dans votre société, ça serait, en termes de Candide, je m'excuse par avance, c'est la solution de conservation des greffons. Et donc pour moi, il n'y a pas de meilleur exemple finalement d'un outil qui permette l'optimisation, puisqu'il s'agit de conférer à l'organe une meilleure condition de fonctionnement, sachant que tout ce qu'on attend de lui, c'est de rester ce qu'il est et de ne pas s'altérer jusqu'à la transplantation, et donc la réparation de l'humain. Les pansements que vous avez présentés également permettent d'optimiser la cicatrisation. Donc le fait finalement de développer ce milieu hyper oxygéné me paraît en tout point conforme à cette démarche d'optimisation, puisqu'il s'agit de créer un milieu qui permette un fonctionnement des meilleurs possibles. Et il ne me semble pas du coup qu'on ait à rechercher un garde-fou éthique face à une telle technologie en elle-même. Et comme bien souvent, et on l'a dit également, je dirais que c'est dans l'utilisation qui est faite de la technologie que le conflit éthique peut surgir. J'avais pensé moi aussi à ce moyen de dopage qu'il pourrait représenter. Et finalement, c'est à ce stade que s'arrête la démarche d'optimisation pour basculer dans celle de dépassement. La notion de réparation en elle-même se marie aussi parfaitement avec la démarche d'optimisation, puisque réparer, c'est remettre en bon état, rétablir. Alors ça, c'est vraiment à l'origine de la médecine, puisque Voltaire la définissait ainsi. Pour lui, réparer, conserver est presque aussi beau que faire. Donc réparer s'oppose à remplacer, mais remplacer l'objet dans sa globalité. On part du donné et on va restaurer ses conditions de fonctionnement. Donc on optimise le donné plutôt que de le jeter en lui permettant de durer plus longtemps. Alors ça n'empêche pas évidemment de remplacer des parties qui seraient défaillantes pour lui rendre ses fonctionnalités, mais restaurer, ça implique de tenter de se rapprocher de l'état de fonctionnement initial. On optimise encore une fois le donné actuel, et donc ça s'oppose à modifier. On tente de restaurer des fonctions et non de les modifier, notamment dans le sens d'une amélioration. Et donc ça s'oppose à la notion de dépassement qu'il y a derrière l'idée d'augmenter.
Le résultat qui est attendu, c'est celui que la chose ou le sujet peut naturellement atteindre. On sait avec l'homme augmenté que par rapport au résultat attendu, il n'a pas intrinsèquement les outils, les aptitudes pour atteindre ce résultat. Et selon le Littré, toujours le dépassement, c'est l'action d'excéder. Donc est-ce qu'il s'agit de permettre à l'homme de dépasser sa propre nature? Je crois que c'est bien de ça dont on est en train de parler avec le transhumanisme. Alors, concernant ce transhumanisme, ce terme est né dans les années 50 avec le biologiste Julian Huxley, qui en fait a utilisé ce mot pour remplacer celui d'eugénisme qui avait du coup mauvaise presse suite aux exactions nazies. Alors il définit le transhumanisme ainsi: l'homme reste l'homme, mais se transcende lui-même, en réalisant de nouvelles possibilités de sa nature humaine et au profit de celle-ci. Dans cette définition, selon moi, on reste encore dans l'idée, les limites de l'optimisation, mais la définition de cet eugéniste qui est mort en 1975 est aujourd'hui devenue obsolète, et les théories transhumanistes actuelles vont bien plus loin que la transcendance de l'homme par lui-même. Francis Fukuyama étant de leur opposant, il le décrit fort bien. Selon les transhumanistes, les êtres humains doivent arracher leur destinée biologique au processus aveugle de l'évolution par variation aléatoire et adaptation, et passer, comme espèce, à l'étape suivante. Donc la frontière entre optimisation et transformation de la nature humaine est parfois difficile à situer. Et on le voit notamment dans les écrits du philosophe allemand Peter Sloterdijk, qui voit les invalides d'aujourd'hui comme les précurseurs de l'homme de demain. Donc, il prend pour exemple les malentendants qui sont équipés d'une prothèse ou le sourd auquel on va avoir posé un implant cochléaire. Et pour lui, ces deux personnages représentent ce que sera l'homme de demain, qui va s'être incorporé ses propres technologies, comme le souhaite notamment le philosophe anglais Max More. Il représente donc la fin de toute frontière entre l'homme et la machine, le naturel et l'artificiel. Pour autant, on reste encore dans le domaine de la simple réparation. Enfin, la réparation n'est pas simple, mais en tout cas, on n'est pas encore dans l'augmentation. L'objectif, ce n'est pas transcender, améliorer l'être humain, mais c'est lui redonner une faculté perdue ou qui était défaillante dès l'origine. L'homme de demain qui est imaginé par les transhumanistes, c'est autre chose, et Max More le dit très bien. Il considère que les hautes technologies amèneront le salut. Elles permettront à l'homme de s'affranchir de son corps tombeau. Quand il parle comme ça, en fait, il pense au téléchargement de l'esprit humain. C'est une piste du transhumanisme, mais pas la seule. L'autre piste, ce serait d'améliorer, accroître à l'infini les potentialités du corps humain. Là, il s'agit de la superbiologie, c'est un terme donné par Simon Young. Une autre piste donc du transhumanisme qui va passer par la neuropharmacologie, les thérapies géniques, la nanomédecine et la médecine des implants. Tout ceci, évidemment, sans objectif réparateur, mais pour améliorer celui qui bénéficie d'un état de santé qui est déjà optimal. Alors, quelles que soient les pistes décrites, le transhumanisme, vous l'avez compris, vise à aller au-delà des limites biologiques de l'humanité. Ça, c'est une première ambition qui a été décrite par le philosophe français Jean-Yves Goffi, mais il y en a une autre qu'il décrit, qui est bien différente. Ce serait de développer au maximum les potentialités humaines. Et donc là, ça s'inscrit dans le droit fil de l'humanisme classique, de la philosophie des Lumières et donc de la philosophie de Voltaire. Mais je pense qu'il faut faire quand même une différence entre le dépassement et l'amélioration d'un côté et l'optimisation de l'autre. Développer au maximum les potentialités des êtres humains ressort de l'optimisation, parce qu'il ne s'agit pas de dépasser leurs capacités naturelles, mais de les utiliser du mieux possible. Le transhumanisme, lui, veut dépasser la nature même de l'homme, et c'est ce qui peut paraître effrayant. En tout cas, c'est ce qui m'effraie personnellement. C'est pourquoi je me disais que passer au filtre de l'optimisation, un progrès technologique appliqué à l'homme, me paraît pouvoir convenir en termes de garde-fous éthiques. À ce moment-là, on se concentre sur le sujet, on optimise sa nature sans la remplacer, la modifier ou la dépasser. En d'autres termes, on respecte le sujet, on se concentre sur ce sujet et non sur le résultat attendu. Et donc, il me semble que cette démarche est davantage conforme à l'éthique, ou du moins à une forme d'éthique.
Et puis, ce qui me plaît dans l'optimisation, c'est que c'est un terme qui a la même racine latine que l'optimisme. L'optimisme, en fait, au départ, c'est un système de philosophie qui enseigne que Dieu a fait les choses suivant la perfection de ses idées, c'est-à-dire le mieux, et que le monde est le meilleur des mondes possibles. Voltaire, dont je vous ai déjà parlé, dans son conte dont je vous ai déjà parlé, Candide ou l'optimisme, critique ce point de vue, mais pas l'optimisme en lui-même. Pour lui, ce n'est pas Dieu qui a créé le meilleur des mondes possibles, bien sûr. Et il termine ce conte par un dialogue entre Candide et son précepteur, ce précepteur qui lui a enseigné cette philosophie de l'optimisme et qui lui a expliqué en clair que toutes les embûches qu'il a rencontrées sur son chemin pour arriver à cet état de grâce, entre guillemets, qu'il a atteint à la fin du conte, c'est Dieu qui les a placées à dessein finalement. Et Candide lui répond, cela est bien dit, il faut cultiver notre jardin. L'optimisme, c'est une confiance en l'avenir qui se construit au jour le jour pour Voltaire. Et finalement, je me dis que l'optimisation pourrait peut-être être un outil qui rassure et qui permet cette confiance en l'avenir si on respecte cette démarche. Merci beaucoup. Et donc on voit bien à travers cette troisième thématique qu'on se dit jusqu'où les prothèses de l'homme mécanique, et donc attention à la transgression et attention à cet homme augmenté. Peut-être là on est juste dans les temps, on a peut-être en droit quelques questions. J'ai interrompu quelqu'un, donc... Moi, je peux réagir en attendant, le temps que le micro passe, parce que quand vous parliez, moi je suis évidemment tout à fait d'accord avec vous, et je faisais le lien avec un petit élément de votre topo qui m'a intéressé tout à l'heure, parce que vous avez dit finalement que vous vous étiez rendu compte qu'il n'y avait pas besoin d'une grosse dose, excusez-moi, je caricature un peu vos propos, mais que vous étiez rendu compte que finalement il s'agissait de rééquilibrer, là aussi, et de ne pas dépasser, et nous réanimateurs, je dis nous parce qu'on est tous les deux réanimateurs, avec, pas nous, mais la science de la réanimation, 30 ans ou 40 ans de recul dans les études, beaucoup de tentatives de dépassement ou d'optimisation dans le sens dépassement que vous avez cité, se sont avérés être des échecs, voire contre-productifs. Alors que tout ce qui a rééquilibré, j'ai envie de dire, la réanimation, c'est le rééquilibre. On ne fait juste que remettre à niveau un certain nombre de fonctions vitales. Si on fait plus, on se plante. Et j'ai l'impression que vous êtes dans cette idée-là, et que c'est en plus, ça tombe bien, ce que vous venez de plaider, quoi. C'est exactement ça, c'est un peu la phrase qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'en fait, nous, qu'est-ce que l'on fait dans les marinas? On reproduit la nature, on n'est pas en train de la surpasser. En fait, c'est comprendre la physiologie, comprendre comment ça fonctionne, pour reproduire, en fait, comme la façon naturelle de fonctionner. Donc on n'est pas dans l'homme augmenté, on pourrait y passer, puisqu'en fait, finalement, à un moment donné, on a posé la question, oui, c'est un produit dopant, mais le but des marinas, c'est vraiment d'apporter, en fait, quelque chose qui est très très proche de la nature. Donc on regarde la nature et on la reproduit, on n'essaye pas de la surpasser. Et souvent, mais dans la démarche humaine, en fait, l'homme est souvent arrogant. Donc un truc comme ça, il va dire, bah oui, mais je peux faire mieux. Et donc, mais ça, c'est une dérive, c'est vraiment la dérive de la science. On connaît, on comprend, on peut faire mieux. Pourquoi? C'est quoi le but de tout ça? Si alors je reprends le micro. Ça marche. Il marche, d'accord. Il fonctionne, pardon. Pendant les soirées avec les doctorants que nous organisions il y a quelques années, il y avait eu un jour, j'avais une idée un peu stupide de parler de transhumanisme, donc augmenté, des choses comme ça. Et j'avais trouvé un film qui était passé sur Arte quelques semaines plus tôt. Et parmi les nombreux exemples qui étaient plus ou moins bien exposés et discutables, il y avait une très belle jeune femme qui était mannequin, américaine. Bon, voilà. Et elle explique, oui, mais moi je suis amputé des jambes, parce que j'ai une méningite, etc. Et donc on m'a fait des prothèses. Et comme je suis mannequin, au lieu d'avoir 40 paires de chaussures, comme mes copines, moi j'ai 12 paires de jambes. Et mes 12 paires de jambes, il y en a qui ont quelques millimètres de plus, quelques millimètres de moins, un galbe différent. Donc elle avait transformé ce handicap lourd avec une réparation qui était
classique et optimisée, on pourrait presque dire, ou optimale, elle l'avait transformée en optimisée, et elle avait, on va dire, je ne sais pas si on a le droit de dire ça, mais elle avait un peu dévoyé cette affaire-là pour avoir un avantage par rapport à ses petites camarades qui étaient elles aussi mannequins. Donc c'était un handicap sur lequel on avait travaillé, le médecin avait travaillé, et ça avait été transformé ensuite en un avantage social ou professionnel. C'est assez curieux. Je ne veux pas parler de Pistorius parce qu'après il y avait eu les échecs. C'est la même thématique et c'est une thématique qu'on n'a pas abordée mais que j'ai citée dans les titres des préoccupations éthiques. C'est que deviennent ces handicapés que la maladie a produite ou que la médecine a produit. Et une façon de se reconstruire, c'est de se reconstruire de façon qui nous, maintenant, simples non-handicapés, nous paraissent extraordinaires, mais qui sont leur construction pour leur permettre cette reconstruction, justement. Merci. J'ai une petite question. On parle de l'homme réparé, mais vous avez aussi parlé de l'homme augmenté et amélioré. Est-ce que cette notion d'amélioration de l'homme ne sera pas nécessaire demain pour répondre à certaines situations, et je pense notamment au voyage dans l'espace? Est-ce que l'homme n'est pas fait pour voyager dans l'espace pour des situations très longues? Est-ce que demain, je parle demain très éloigné, est-ce que l'amélioration de l'humain pour répondre à un autre environnement qui est celui qui est l'environnement terrestre ne sera pas nécessaire? Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des réflexions philosophiques sur ce point-là ou pas? Il y aura un problème d'oxygène. Et ça sera peut-être un dispositif médical qui va falloir, bien entendu, remettre. Donc ça, c'est une question qui, je pense, est nécessaire puisque la NASA elle-même dit que l'homme, l'organisme humain, n'est pas adapté pour aller sur ce type de nouvel environnement. Et est-ce qu'il y a des réflexions d'ores et déjà sur ces sujets-là? Les réflexions que j'ai eu l'occasion de lire et de trouver sont pas aussi précises sur l'objectif à atteindre en modifiant telle ou telle capacité ou capacité de l'être humain. Enfin, c'est pas dans ce sens-là, je crois, que la réflexion se tourne. L'idée, c'est de créer un être qui deviendrait à terme immortel. Enfin, vraiment dans l'extrême du transhumanisme, c'est plutôt ça. Et oui. Oui. Mais c'est tout à fait le sens de notre agitation de conscience. Et c'est exactement... Posons-nous la question. Et c'est déjà une façon, non pas d'y répondre, mais de se questionner nous-mêmes face à ce genre de problème. C'est exactement le sens de... C'est réifier l'être humain, à mon avis. Enfin, de se poser la question, enfin, d'avoir une volonté d'aller dans ce sens-là. Pour moi, c'est vraiment une réification de l'être humain, mais poussée à son paroxysme. Et je pense que c'est pas anodin si on a changé le terme eugénisme en transhumanisme, finalement, et que ça ressort de la même démarche exactement à l'origine. Après, c'est vrai que l'eugénisme a été dévoyé, etc. On pourrait trouver exactement les mêmes craintes sur le transhumanisme que pour l'eugénisme. On a eu un exemple de ce qui a pu être produit sur la base de l'eugénisme. On peut avoir exactement les mêmes déviances avec le transhumanisme. C'est totalement équivalent. Alors que au départ, l'eugénisme, ça avait vraiment une volonté humaniste, puisque Julian Huxley était humaniste, et son objectif, en fait, c'était pas de gommer les différences entre les gens, etc. C'était simplement de remettre les gens à niveau en termes de potentialité intellectuelle, etc., et qui est plus d'inégalité, mais qui continue à y avoir des différences entre les gens. Oui, juste un petit commentaire sur votre commentaire qui est assez intéressant et qui va permettre de reboucler et vous permettre de conclure sur la thématique de l'éthique. L'évolution humaine, en fait, elle est lente. Et l'évolution technologique est de plus en plus rapide. Et en fait, l'homme, effectivement, adapté ou augmenté, est à mettre en opposition, justement, aujourd'hui, avec les évolutions technologiques. On n'est pas capable, et l'homme ne sera pas capable, de toute façon, de s'adapter aux évolutions technologiques. Donc, problème d'éthique, est-ce qu'il faudra, effectivement, technologiquement faire évoluer l'homme et ne pas le laisser évoluer naturellement ?
Moi, j'aurais deux commentaires avant la conclusion. Je crois qu'il faut, d'abord, le transhumanisme, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il est présenté effectivement comme une étape avec quelque chose qui s'appelle le post-humanisme, et qui est là l'annihilation complètement du biologique. Donc là, c'est un vrai problème, puisque on commence à avoir même des notions d'immortalité pour les gens les plus farfelus. Et là, mais le problème, c'est que tout ça a un peu pignon sur rue aujourd'hui, avec en plus les GAFA qui sont derrière, on commence vraiment à se poser quelques problèmes. L'homme augmenté, moi, ça me pose une question quand même, parce qu'on a l'impression qu'on découvre l'homme augmenté. Alors, à partir du moment où on lui a mis un téléphone dans la main, on lui a mis effectivement un portable capable de se connecter sur Internet, qu'est-ce qu'on en a fait? Un homme augmenté. Je pense qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir une calculette et de faire un certain nombre d'opérations, on est capable d'avoir un certain nombre d'outils qui sont tout à fait une augmentation des capacités de l'homme. Ce problème, il n'est pas récent, c'est pas le transhumanisme en soi qui l'a apporté, je veux dire, c'est un problème récent, et l'homme est un problème relativement ancien, je trouve, et l'homme a fort bien évolué, plus ou moins certaines réserves aujourd'hui, par rapport aux effets d'une utilisation à outrance de ce genre effectivement d'appareil, surtout pour les jeunes esprits, surtout quand ils se confinent à des jeux un petit peu, des fois, qui commencent à peut-être leur poser des problèmes, surtout de sociabilité. Là, c'est peut-être ça, vraiment, les vrais soucis qu'il y a derrière, c'est comment ça va transformer l'homme, mais pas forcément dans un comportement, j'allais dire, de transhumanisme, mais dans un comportement au sein de la société et dans le rationnel qu'il peut avoir. Je crois que c'est très différent aussi, je voudrais juste finir avec ça, c'est très différent aussi de réparer un handicap et des jambes amputées, ça c'est pas du transhumanisme, effectivement c'est vraiment l'homme réparé. Et je crois que ce qu'il faut surtout bien faire attention, c'est que cette notion de transhumanisme ne nous amène pas l'homme égaré, bousculé, par justement cette vision, qu'il a l'impression de ne pas pouvoir négocier, alors que je crois qu'il est tout à fait capable de le faire, si justement il a des barrières éthiques, et qu'aujourd'hui on est tout à fait capable de les organiser, de les structurer, et d'avoir une réflexion, mais vraiment au niveau sociétal. Je pense que le transhumanisme est une vision GAFA des choses, qu'il faut savoir vraiment prendre en compte, et bien prendre avec recul, et être vigilant. Je crois qu'il ne faut pas vivre dans la peur, il ne faut pas vivre dans une forme, revenir à une forme d'ignorance et tout rejeter. Je pense qu'il faut savoir parfaitement négocier ça. On sait déjà le faire. Quand on nous a mis Word et Excel dans les mains avec des claviers, on a déjà été des hommes montés. Ou parfois rétrécis. Très bien, moi, je pense qu'il est temps qu'on finisse la session. Merci à tous et puis à demain pour cette journée exaltante.